vous ne l'avez pas encore invitée sur votre plateau, c'est que vous n'avez rien compris. Présidente de l'Union des femmes entrepreneurs du Sénégal, femme militante pour l'émancipation de la femme, grande référence féminine et certainement un exemple à suivre. Bienvenue sur le plateau de La Vie politique, économique et sociale avec Madame Nicole Gakou. C'est tout de suite. Bienvenue sur le plateau de La Vie politique, économique et sociale. Merci Madame Nicole Gakou d'avoir accepté cette invitation. Merci à vous. Et je tiens à vous dire que vous êtes très élégante. Merci. Et j'adore le rouge. je précise, j'adore le rouge. Nous sommes deux. Bienvenue Alassane. Bienvenue Kumba et bonjour. Bonjour. Merci, vous allez bien? Très bien, merci. Bonjour Madame Gakou. Bonjour Monsieur Cissé. Ok, bienvenue encore une fois et merci d'avoir répondu à notre invitation sur ce plateau de politique économique et sociale. Je rappelle que vous êtes directrice générale de l'édition Kalaman, qui est une édition qui est spécialisée dans la jeunesse et en même temps qui, je veux dire, qui promouvoit les langues nationales du pays. En même temps, vous êtes membre fondateur de l'Union centriste du Sénégal, qui est un parti politique. Donc, en tant que femme, aujourd'hui, on voit que beaucoup de... Bon, d'abord, le rôle premier de la femme était de rester à la maison, de gérer sa famille. Mais aujourd'hui, on voit que beaucoup de femmes optent pour ce qui est l'entrepreneuriat féminin au Sénégal. Et est-ce que cela n'est pas un obstacle au niveau socio-culturel, en même temps religieux? Merci tout d'abord de m'avoir invité sur ce plateau. C'est toujours un plaisir de partager avec d'autres. Et j'espère pouvoir en sortir avec quelques connaissances recueillies auprès de vous, mais aussi partager le peu de savoir que nous avons. L'entrepreneuriat féminin ne peut pas être un frein dans la vie socio-économique parce qu'il faudrait d'abord qu'on sache que nos mères, nos ancêtres, femmes ont toujours été des entrepreneurs. Ce n'est pas une nouveauté. C'est vrai, aujourd'hui, dans la littérature, vous allez voir que beaucoup de choses se disent parce qu'effectivement, et c'est normal, la femme est devenue beaucoup plus moderne, la femme est devenue beaucoup plus sachante parce qu'allant aux universités et au plus haut niveau de l'enseignement, aujourd'hui, la femme va beaucoup plus dans des secteurs qui étaient auparavant dédiés aux hommes. Mais en termes d'entrepreneuriat, elles l'ont toujours été parce qu'elles ont toujours été dans l'agriculture familiale où elles faisaient de l'agriculture de vivre. Et ensuite, pour ce qui restait, elles étaient sur les marchés pour faire du troc. Et c'est avec ce troc-là qu'elles continuaient à soigner la famille, soigner les parents, soigner les grands-parents, soigner le mari. Les femmes ont toujours été entreprenantes. Aujourd'hui, si beaucoup d'entre nous osons nous identifier comme des femmes entrepreneurs, c'est parce qu'il y a eu des Adja Dior Diop, des grandes femmes commerçantes. Il y a eu des Adja Awa Ndiaye qui, de la vente de friperies, en est arrivée à une grande capitaine d'industrie, à devenir même une vice-présidente au niveau du Conseil national du patronat. Donc, c'est vous dire que l'entreprise et la femme sont intimement liées. J'aime à dire que nos premières entreprises, ce sont nos maisons. Parce que tout simplement, le mari, il vous donne 1000 francs dans la journée. Et avec ces 1000 francs, il faut mettre sur la table le tchéboujen. Il faut soigner les enfants. Il faut. Et en plus de cela, nous arrivons même à épargner de ces 1000 francs-là. Donc, et tout cela, c'est de la gestion d'entreprise. Donc, les femmes sont des entrepreneurs innés. C'est vrai. On a aussi comme exemple, justement, la femme qui a créé Nana Benz. Tout à fait. Voilà, là, c'est vraiment une histoire de famille. Donc, ça date justement de sa grand-mère. Ensuite, il y a eu la mère. Maintenant, il y a la fille qui est âgée d'une trentaine d'années, qui, effectivement, se charge de l'entreprise familiale. Et ce sont que des femmes. Alors, au Sénégal, la question de la place de la femme dans le processus du développement économique se passe de plus en plus bien que dans la constitution du Sénégal. Mais aussi, c'est un pays laïque. Et garantit officiellement l'égalité entre hommes et femmes. Mais est-ce que vraiment, ce sont les réalités? Est-ce que c'est vraiment respecté? Là, vous me parlez de la loi, vous me parlez de la Constitution qui dit que nous sommes dans un pays laïque, mais nous ne l'aurons pas. Nous sommes dans un pays avec 95% de musulmans et d'autres
des chrétiens et d'autres minorités. Donc c'est dire que la religion, les religions sont fortement imprégnées, nous sommes fortement imprégnés de cette vie religieuse et nous ne saurons pas nous en départir. Fût-il que même nous femmes religieuses ou ayant un esprit de religion, nous prônons cette liberté, mais je ne pense pas, et je suis de celles qui pensent que nous ne devons pas copier cette égalité homme-femme comme fait en Occident. Nous avons nos réalités. Nos réalités, c'est que, encore une fois, ce n'est pas la femme qui va demander en mariage, c'est le mari, c'est l'homme qui va demander en mariage. Encore une fois, même si le mari hérite de la femme, c'est plus la femme qui hérite des hommes, dans la mesure où la mortalité auprès des hommes est beaucoup plus grande. Mais c'est dire que nous ne pouvons pas culturellement, nous départir de cet aspect-là qui va fortement influencer cette mode d'égalité homme-femme. Arrêtons-nous et regardons ce que nous dit nos cultures, ce que nous dit notre constitution et essayons d'avoir un juste milieu et non pas copier ce qui vient de l'étranger. Franchement, je suis entièrement d'accord avec vous. Il faut qu'on sache vivre sur notre continent. C'est totalement différent. Donc, l'état d'esprit, la vie, que ce soit la culture, la religion, tout est vraiment, je dirais, excusez-moi, mais diamétralement opposé. Je vous propose de passer... Ah, tu as une petite question là, Salomé? Non, c'est juste, vous pouvez aller, juste, on va regarder un peu de reportage, mais par rapport à ce qu'elle vient de dire, sur le continent africain, on a nos réalités aussi. Mais est-ce que aussi, bon, dans le domaine de l'entrepreneuriat, toujours chez les femmes, le continent africain, en particulier le Sénégal, est-ce que le Sénégal se démarque ou bien il y a encore du chemin à faire par rapport aux autres pays du continent? J'ai eu à... la question m'a été posée par un journaliste, je ne sais plus de quelle obédience, à savoir qu'il y avait une étude, je pense, de la Banque mondiale qui disait que les femmes sénégalaises étaient les plus grandes entrepreneurs de l'Afrique. Okay. Je n'ai pas vu cette étude, donc je le mets entre guillemets parce qu'il nous faut avoir une certaine rigueur scientifique. Mais pour être au niveau de la Fédération des femmes chefs d'entreprise et femmes d'affaires de la CEDEAO, je puis vous dire que le Sénégal est toujours cité en exemple. C'est vrai, nous avons fait de grands bons. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'ANSD, l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, qui dit que 38% des entreprises sénégalaises appartiennent à des femmes. Et ça, c'est pour le secteur dit formel. Et pour le secteur informel, qui regroupe plus de 98% de notre économie, 70% du secteur, 90% autant pour moi, c'est le secteur informel. Et dans ce secteur informel-là, 70% appartiennent aux femmes. Donc, c'est dire que vraiment, les femmes sénégalaises sont vraiment de grandes entrepreneurs. Et vous prenez le commerce transfrontalier, vous allez y trouver que des femmes. Mais j'aime à taquiner très souvent des messieurs en leur disant, quand on se réveille à 4 heures du matin et que vous êtes sur la route, ce sont des femmes que vous voyez. Des femmes qui vont acheter le poisson, des femmes qui vont acheter des légumes, des femmes. Donc, c'est en général, lorsque vous voyez des hommes, c'est pour aller à la prière, à la mosquée. Donc, voilà. Donc, c'est dire que l'entrepreneuriat au niveau du Sénégal, au niveau de l'Afrique, mais les Africaines, et surtout les Africaines de l'Est, vraiment font de belles choses. Je pense que là où nous avons peut-être à copier sur elles, c'est qu'il y a beaucoup plus de femmes dans le secteur dit structuré et il y a beaucoup plus de championnes auprès de dans ces pays-là. Nous, au Sénégal, nous avons un réel problème de nivellement par le haut. Nous avons besoin de pouvoir booster l'entrepreneuriat féminin afin que de petites structures, de micro-entreprises, elles deviennent de petites entreprises, ensuite de moyennes pour ensuite avoir des champions. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire, mais il y a beaucoup de choses aussi qui ont été faites et qui peuvent promouvoir cet entrepreneuriat des femmes.
Alors, Alassane, tu me permets? Ouais, bien sûr. On va regarder un reportage sur vous. C'est la rubrique invité et franchement, j'ai très, très, très apprécié ce que j'ai vu. Et on a pu constater que Madame Gakou est une excellente cuisinière. C'est parti.
de retour sur le plateau de la vie politique, économique et sociale. Donc, nous avons vu Madame Gakou en pleine cuisine. En tout cas, on a pu apprécier et j'espère qu'on a sur le plateau un petit plat pour nous. La prochaine fois, on s'en occupera. Très bien. Je pense que vous cuisinez pas mal, mais aussi, comme vous le disiez tout à l'heure, vous êtes mère de famille et donc épouse, entrepreneur et également présidente d'une ONG. Alors, où est-ce que vous trouvez tout ce temps-là, justement, pour vous occuper de la famille, donc pour donner un court temps pour les sorties, pour le plaisir familial? Bien entendu, on est aussi en période de Covid. Dans tout ce que vous avez listé, je pense que la première des choses que nous devrions dire, c'est je suis d'abord une femme. Avant d'être mère, épouse, entrepreneur, je suis une femme. Trouver le temps, c'est une question qu'on me pose très souvent. Mais je dois dire qu'il faut s'organiser. Je suis très, très, très organisée. Et aussi, je sais m'entourer. J'ai beaucoup d'aide. Parce qu'il ne faut pas se leurrer. On n'a que 24 heures dans la journée. Et nous n'avons que 2 bras et une tête pour réfléchir. Ça passe trop vite. Voilà, ça passe très vite. Donc, nous nous appuyons sur beaucoup de gens. Nous avons appris à déléguer. Nous avons appris à faire confiance. Et surtout, nous avons un époux formidable qui nous coach, qui nous accompagne dans tout ce que nous faisons. Je pense que c'est cela le secret. L'organisation, avoir des aides et avoir un compagnon ou une compagne qui est à nos côtés pour nous accompagner, pour nous booster, parce que derrière, il y a beaucoup de découragement parfois, derrière, il y a beaucoup d'envie d'abandon, mais il y a aussi des réussites. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez justement en tant que présidente d'ONG et justement l'association de famille et laps de temps que vous arrivez quand même à trouver? Quelles sont les difficultés en tant que femme que vous avez eu à braver? Les difficultés, je dirais, résident dans la gestion de l'humain. La gestion de la ressource humaine est vraiment difficile. Je ne me suis pas, comment dire, je ne me suis pas réveillée et du jour au lendemain, j'ai appris à diriger une organisation. Non, j'ai appris sur le tas. Il faut dire que ça a été un processus parce que j'étais la 2e vice-présidente du mouvement des entreprises du Sénégal, le MEDES, avec le président Mbagnick Diop. Et j'étais juste une entrepreneur qui venait de se lancer dans l'impression industrielle et dans l'édition. Et ensuite, on parlait tantôt dans le question-réponse de Maître Abdoulaye Wade. C'est Maître Abdoulaye Wade en 2005 qui avait demandé où étaient les femmes entrepreneurs. Donc il avait posé la question de dire que ce maillon manquait parce que lors d'un conseil présidentiel sur le crédit, je m'étais offusquée de dire que le crédit, surtout le microcrédit, concernait les femmes. La cible, c'était les femmes. Et dans ce conseil présidentiel, il n'y avait pas de femmes, ni de femmes tout court, ni de femmes entrepreneurs. Et ça posait problème. Mais c'est globalement. J'aime à dire que tant qu'en Afrique, et spécifiquement au Sénégal, on ne laisse pas la femme parler de sa voix et qu'elle est toujours, comment dire, sous tutelle, et que c'est toujours les autres qui parlent pour elle, ça ne marchera pas. Et voilà, c'est ce qui nous a amené avec la direction de l'entrepreneuriat féminin à l'époque, Dr Mariam Cissé Thiam, qui était facilitatrice, ce qui nous a amené à mettre en place l'Union des femmes chefs d'entreprise du Sénégal, qui est le patronat. En fait, c'est un patronat à part entière de femmes entrepreneurs. Et nous l'avons créé le 31 mai 2007. Nous étions 107 membres fondateurs à l'époque et 95% d'entre nous étions dans le secteur informel. À ce jour, nous sommes un peu plus de 700 avec 4 bureaux officiellement installés, Dakar, Saint-Louis, Ziguinchor et au niveau de Thiès, le département, la région de Thiès, et avec un peu plus de 700 entrepreneurs, 700 adhésions. Mais derrière, c'est des milliers de femmes parce que vous allez voir un GIE où il y a 250 femmes. Oui. Donc aujourd'hui, si on dénombrait en termes de population de notre organisation, nous sommes environ 125 000 femmes. 700 entreprises créées dans tous les secteurs d'activité, avec 46% d'entre nous qui sommes dans la transformation alimentaire, dans l'agriculture, dans la transformation du lait, dans l'élevage,
Et ensuite, maintenant, vous avez tout ce qui est stylisme, modélisme, parce que ce sont des femmes. Nous aimons nous faire belles, 17% d'entre nous. Et nous avons aussi des métiers du BTP, des TIC, de l'automobile, voilà, de la transformation. Et de plus en plus, le TIC et la logistique. Donc, voilà, nous avons une moyenne d'âge aujourd'hui qui a baissé, qui est aux environs de 26 ans. Je fais partie des plus âgés. Probablement, on ne dirait pas. Je suis vraiment bluffée. Il faut être à côté de Mme Gakou pour voir ce que je dis. Hein. Et ensuite, nous avons un niveau d'instruction en moins de Bac+2. Vous allez trouver des personnes n'ayant pas été à l'école, mais vous allez trouver du Bac+14. Donc, ça nous donne une moyenne de Bac+2. Donc, c'est cela l'UFCE. Et nous sommes dans tous les secteurs d'activité, comme dit. Nous sommes membres du Conseil présidentiel de l'investissement et membres de beaucoup de conseils d'administration. J'aimerais avoir votre avis, votre ressenti concernant l'accès à la formation pour les jeunes femmes. L'accès à la formation, c'est un réel problème. Nous, au niveau de notre organisation, je pense que pendant une dizaine d'années, nous nous sommes focalisés sur la formation des membres. Parce que c'est vrai, aujourd'hui, si vous regardez la transformation agricole, beaucoup de femmes sont dans une seule spéculation, le mil. Tout le monde fait du tiéré, tout le monde fait du harao, tout le monde, voilà. Alors qu'il y a d'autres spéculations, donc nous travaillons en étroite collaboration avec l'ITEA pour former les femmes dans d'autres modes culturels et aussi pour pouvoir consommer vraiment local. Parce que je pense que la Covid nous l'a montré. Aujourd'hui, tous les pays, même si dans le commerce, nous devons être ouverts aux autres, mais quasiment la Covid a montré que tous les pays qui ne sont pas en autosuffisance alimentaire vont souffrir et ont souffert et vont continuer à souffrir. Notre balance commerciale est très impactée par les importations, alors que nous avons au niveau de la vallée beaucoup de choses qui sont faites mais qui peuvent être encore beaucoup plus développées. Nous avons au sud du Sénégal, dans la région de la Verte Casamance, qui, Houphouët-Boigny disait qu'il pouvait en faire le grenier de l'Afrique. Donc c'est dire que tout est faisable. Tout est à notre portée, mais tout est à notre portée. Mais il nous faut, justement, c'est pour ça que je disais, il faudrait que les micro-entreprises passent petites. Et cela veut dire tout simplement, concrètement, qu'il nous faut passer à la semi-industrialisation et à l'industrialisation de nos pays. Regardez, nous sommes dans un pays où, au sud du Sénégal, les vaches choisissent les mangues qu'elles veulent manger. Alors que, dans le même temps, nous importons de la pulpe de mangue pour en faire des jus. C'est une aberration. Mais ce n'est même pas une logique. Voilà, ce n'est pas une logique. Mais de plus en plus, vous allez voir les femmes qui sont dans la transformation de la mangue, en faisant de la mangue séchée. Mais nous avons encore des contraintes, parce que nous avons des contraintes en termes d'emballage. Nous avons des contraintes en termes de durée, parce que lorsqu'elle dure un peu plus de 6 mois, la mangue séchée devient noire. Donc voilà, il nous faut réunir les entrepreneurs, les scientifiques, les instituts comme l'ITEA et les financiers, afin justement qu'on puisse développer tout ce potentiel que nous avons. Nous avons énormément de potentiel. Je veux juste rebondir par rapport au financement. En tant que femme, est-ce que c'est aussi facile d'avoir un financement en tant que femme pour entreprendre? C'est extrêmement difficile, vous savez, parce que ne nous levons pas. Il y a le prisme à travers lequel la femme est regardée. Moi, par exemple, personnellement, j'aime pas trop me mettre en avant, mais j'ai personnellement souffert de cela. Lorsque j'avais créé ma structure, ma société d'impression industrielle, je suis allée un jour voir mon banquier, mon fondé de pouvoir, pour lui dire « j'ai besoin d'une caution, d'une attestation du moins, d'une attestation de marché ». Le monsieur me dit « il faut faire un dépôt de 100%. » C'est vrai, nous ne sommes pas des financiers, mais nous avons quand même été à l'école et nous savons aussi lire. Donc, et je m'étais, avant de me rapprocher de lui, je m'étais interrogée, je m'étais documentée sur comment justement accéder à cela. Qu'est-ce que cela voulait dire d'abord?
Et je voyais que c'était une aberration ce qu'il me demandait, parce que ce n'était pas un crédit que je lui demandais, c'était un document pour prouver, en termes d'appel d'offres, que j'avais la capacité à fournir ce qui m'était demandé. Et il m'a dit tout simplement, vous les femmes maintenant, tu veux une capacité de 50 millions. Donc vous voyez, c'est pas le regard de la banque, mais c'est plutôt le regard de l'individu à l'égard de la femme. Et ça, c'est très grave. Hein. Oui, c'est très grave. Vous savez, c'est souvent eux qui bloquent et pas forcément les banques. Exactement, exactement. Mais il faut dire aussi que les banques doivent donner une éducation comportementale peut-être aux employés. Parce qu'il y a une manière de recevoir les gens. Ils ne sont pas formés, madame. Voilà. Ils ne sont pas formés. Exactement. Et c'est pour ça que nous, une fois, je pense que dans une étude qui nous avait été soumise, nous avions recommandé qu'il y ait des guichets dédiés aux femmes entrepreneurs. Parce que et que ces guichets-là soient confiés à des femmes. Parce qu'il y a un langage, vous savez, nous sommes des entrepreneurs, mais nous ne sommes pas des financiers. Nous savons faire notre corps de métier, mais tout le reste, nous l'ignorons. Donc, lorsque déjà, on vous dit, votre banquier veut vous voir, vous avez l'adrénaline qui monte. Parce que vous vous dites... Non, mais c'est vrai, on a des palpitations. Voilà. Pourquoi il a besoin de me voir? Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que je suis en découvert? Est-ce que... Donc, c'est des interrogations. Lorsque vous arrivez auprès de la personne, vous êtes quasiment à 50% de vos capacités. Donc, vous avez besoin d'un regard féminin qui va vous accueillir, comme on dit en wolof, dalal, et qui saura, avec un langage dédié, approprié, vous donner les éléments nécessaires. Parce que lorsqu'on parle de crédit, moi, lorsqu'on me dit un taux de... Je ne sais pas ce que ça veut dire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le crédit dont j'ai besoin. Mais les petits astérisques qui sont sous le contrat, voilà, qui font peur, je ne sais pas ce que cela veut dire. Quand on me dit qu'il y a 10% de crédit à l'intérieur, ça veut dire quoi? En fin d'année, qu'est-ce que je paye? Donc, il faudrait avoir que les banques capacitent aussi leurs collaborateurs afin qu'ils puissent accueillir pas seulement les femmes entrepreneurs, mais les micro-entrepreneurs. Parce que ça, ils ne savent pas faire. Lorsque vous allez vers une banque, ils vont vous dire le risque crédit, il est énorme pour vous. Donc, parce que vous êtes en stade de création, vous avez 1 an d'existence, etc. Mais néanmoins... Ils ne font pas confiance. Voilà. Les conditions sont toujours compliquées. Tout à fait. Mais néanmoins, je dis, il y a une part de responsabilité de la part de nous femmes. Parce que quand même, un banquier, il n'est pas là pour faire de la gratuité. Un banquier, on lui a confié de l'épargne qu'il doit redonner et en fait faire travailler les gens. Mais pour que le banquier vous confie l'épargne d'autrui, il faudrait aussi que vous puissiez avoir une traçabilité. Qu'il sache, est-ce que votre entreprise est rentable? Est-ce que vous avez un historique? Est-ce que vous avez... Voilà. Donc, nous avons quand même, nous, au niveau, pour parler toujours formation auprès des femmes, nous avons beaucoup initié de formation avec des partenaires comme la GIZ, la coopération allemande, la coopération française, ONU Femmes, pour justement capaciter ces femmes en gestion, mais aussi en études scientifiques. Parce que c'est vrai, beaucoup d'entre nous avons subi, et d'ailleurs les femmes, lorsque je leur dis, il y a une formation en management, on me dit, je n'ai plus le temps pour cela. Parce que, tout simplement, ces formations-là sont données aussi dans un langage châtié, pas à la portée des femmes, et qui fait que, justement, elles ne se sentent pas... À la fin de cette formation, elles ouvrent un tiroir, elles mettent les documents et basta. Donc, comment dire, des formations scientifiques permettant d'être mieux outillées dans leur corps de métier. Voilà. Parce que si je prends les stylistes modélistes, on ne s'habille pas au Sénégal comme on s'habille en Afrique du Sud. On ne s'habille pas au Sénégal comme on s'habille aux États-Unis. Nous avons eu l'AGOA. Aucune entreprise ou très peu d'entreprises sénégalaises ont pu y participer. Encore pas du tout des entreprises de femmes, tout simplement parce que nous ne savons pas faire. Donc, en termes de formation, nous avions demandé à ce qu'un styliste vienne et un offreur de marché vienne sur le Sénégal, vienne sur Dakar et fasse former nos stylistes modélistes pour les marchés dédiés, les marchés américains, oui, les marchés la grande industrie. Hein. Exactement. Parce que nous ne l'aurons pas tant que nous serons dans les petites quantités
nous resterons des micro-entreprises. Et la preuve, la Zeleka est là pour nous le rappeler. 1,2 milliard de consommateurs africains. Est-ce que nous, Sénégalais, sommes capables de leur fournir ce dont ils ont besoin? C'est une vaste question. Bah, franchement, pas du tout. Hein. Et c'est vraiment dommage parce que on est amené justement à toujours confectionner sur mesure. Le sur mesure ici ne coûte rien du tout. Et à l'étranger, aller faire du sur mesure, c'est super cher. Et donc, c'est dommage parce qu'ils ont un savoir-faire ici, mais malheureusement, ils ne sont pas accompagnés. Ils ne sont pas formés. Ils n'ont pas forcément aussi les fonds pour créer justement des industries, pour avoir 10 boutiques en France, 10 boutiques en Allemagne. Et c'est ça qui est un peu dommage, que cet accompagnement est quasiment inexistant au Sénégal. Vous êtes une référence féminine, ça c'est clair et net. Pour ceux qui ont douté là-bas, là, c'est pas la peine de douter, c'est une référence féminine. Alors, quelles sont les difficultés qu'une femme d'aujourd'hui pourrait avoir comparées à une femme qui voulait entreprendre il y a 10 ans auparavant? Aujourd'hui, une femme, les difficultés qu'elle pourrait rencontrer, à mon avis, sont des difficultés liées à la femme elle-même. Parce qu'en toute honnêteté, de mon temps pour créer une entreprise, des fois on mettait 2 ans pour recevoir ces documents. Aujourd'hui, en 24 heures, vous créez votre entreprise. Aujourd'hui, une SARL, avec 100 000 francs, vous la créez. Donc, et aujourd'hui, vous avez quand même beaucoup de structures pouvant vous accompagner. Tant est-il qu'il faudrait que la femme puisse aller au-devant de cette information-là, ce que nous ne savons pas faire aussi. Aujourd'hui, vous avez des structures qui accompagnent depuis l'amorçage de l'entreprise, depuis l'idée de projet jusqu'à la structure en difficulté. Vous avez une multitude d'entreprises, de structures qui accompagnent l'entreprise. Vous avez la DPME, vous avez la structure qui s'occupe d'export, vous avez le fonds GIP. Voilà. Par contre, je suis de celles qui disent qu'il y a trop de médecins autour du malade. Il faudrait peut-être, il y a un besoin de rationalisation. Vous avez la DER aussi qui vient, que je salue d'ailleurs au passage, parce que nous sommes en train d'initier de belles choses, je pense, si nous arrivons à les mettre en chantier. La DER qui arrive, qui devrait en principe boucler cela. Donc, à mon avis, tout est là pour accompagner la femme qui ose, et c'est important, qui ose et qui se met dans une dynamique de création, mais de création en se donnant les outils pour vraiment créer. Quand je dis en se donnant des outils, il ne faut pas du mimétisme. Beaucoup d'entre nous avons créé par mimétisme. Des fois, quand je conduis, je m'amuse à compter les nombres d'ateliers de couture qui existent dans une rue. C'est extraordinaire. Vous allez au marché HLM, il y en a beaucoup. Voilà, tout le monde, toutes les femmes sont dans la vente de tissus, dans la vente de chaussures, voilà. Celles qui sont dans la restauration, tout le monde fait la même chose. J'ai dit une fois à la présidente des femmes restauratrices du Sénégal, qui est membre de chez nous, en lui disant « Je rêve du jour où je vais avoir un restaurant 4 étoiles où on servira du ngourban, du tchébudjen, du lakhou tchakhan, etc. » Ou qui va figurer dans le Michelin. Je pense que c'est la référence. Voilà. Ou lorsqu'un touriste va arriver au Sénégal, on va lui dire dans tel endroit, vous pouvez manger les plats traditionnels sénégalais, mais avec une qualité extraordinaire. Et pas dans les hôtels, justement. Voilà. Mais tout cela, c'est un cheminement. C'est oser. Et aussi, ce que je reproche à la nouvelle génération, c'est le manque de patience. C'est vouloir réussir tout de suite et maintenant. C'est vouloir conduire la 4x4 dernier cri, pour ne pas donner de marque, tout de suite. Aller à Dubaï tous les 2 mois. Voilà, c'est vraiment cela. Lorsque la nouvelle génération a vraiment ce que nous n'avions pas, ça veut dire le savoir. C'est extrêmement important. Elles sont de plus en plus lettrées, même si il y a aussi à faire, parce qu'on sait que les meilleures dans les écoles, ce sont les filles. Mais malheureusement, arriver au bac, taux de déperdition. Arriver à l'université, ça pose problème, beaucoup abandonnent. Des fois, c'est par contrainte sociale. Manque d'argent. Nous participons au niveau de notre organisation à accompagner des jeunes femmes en quoi faisant les coachants
Le coaching, d'ailleurs, il est très léger. Ça veut dire tout simplement être à l'écoute de ces jeunes filles lorsqu'elles sont face à un problème, pouvoir les accompagner, mais aussi participer financièrement à ce que, je ne sais pas si le plateau me le permet, mais acheter des serviettes hygiéniques. Oui, non, je sais que c'est... Non, par contre, on avait reçu justement une association qui disait il y a un très très grave problème de fonds pour les femmes et donc elles n'ont même pas d'argent pour avoir des serviettes hygiéniques. Donc moi, ça m'a choqué. Voilà, et c'est une réalité. Je vous assure que c'est une réalité. Donc, des petits besoins qui font, et des fois aussi l'insécurité. Elles quittent des villages, elles quittent même si ce sont des centres urbains, pour venir à Dakar étudier à l'université, pour aller à Saint-Louis étudier, mais cela veut dire qu'elles sont loin de leur famille. Elles sont dans un environnement qui est souvent très hostile, avec la prédation sexuelle qui existe. Voilà, donc... et ce qui m'impressionne dans tout cela, Madame Gapou, c'est qu'avec toutes ces difficultés-là, la distance pour aller à l'école, le manque d'argent, et elles seront le numéro 1 à l'école. Oui. Prenez les Européens, je dis ça parce que je suis née là-bas. Ils sont dans des conditions topissimes. Ils partent même parfois en voiture étudier. Et ils sont les derniers. Vous êtes allé trop loin. Aller en Europe, c'est trop loin. Même ici, chez nous, nos propres enfants, plus vous les mettez dans des conditions. Et puis les échecs. Moi, j'aime à dire que je quittais Baobab, la SICA Baobab, pour aller au lycée Van Vollenhoven et je marchais. Aujourd'hui, j'habite Liberté 5 et lorsque mon enfant va au collège Sacré-Cœur, s'il n'y a pas de véhicule, il me dit « Maman, le chauffeur n'est pas là ». Et pourtant, il n'est pas le premier de la classe. Donc, c'est vous dire que plus ils sont dans des conditions, les meilleures, et c'est normal, nous avons peut-être souffert, nous, en tant que parents, pour mettre nos enfants dans de bonnes conditions. Mais sauf que, et ça, c'est aussi de la responsabilité de nous, parents, nous n'avons pas appris à nos enfants à devenir indépendants et excellents. Quand je dis indépendant, chez moi, il n'a jamais été question qu'on ait une domestique. On se réveillait le matin, on faisait tout le ménage, on faisait le repas, seulement on allait à l'école. Mais ça veut dire, et que ce soit nous, que ce soit les garçons. Mais ça veut dire quoi? Lorsque vous quittez le domicile conjugal, vous savez faire beaucoup de choses, vous êtes autonome. Moi, je me rappelle que quand je disais à mes fils, aujourd'hui, c'est à votre tour de faire les toilettes de vos chambres, faire vos lits, nettoyer, ma belle-mère me disait, un homme qui fait les toilettes, il n'aura pas il ne sera pas chanceux dans la vie. Voilà. Il y a des préconçus qui sont là, c'est culturel, mais aujourd'hui, ils sont bien contents, étant à l'étranger, d'avoir su faire tout cela. Mon dernier, il me fait un plat qu'il m'envoie sur WhatsApp en me disant, t'as vu, je suis devenue un expert. Voilà, on est fiers de cela, mais ça veut dire aussi que ce garçon-là, demain, dans un ménage, pourra accompagner aussi son épouse lorsqu'elle sera malade, lorsqu'elle sera enceinte, etc. Voilà. Madame Gapou, ça s'appelle de l'éducation. Moi, voilà, pour parler de l'éducation, on va y rester encore. Mais est-ce que Madame Gapou, pour réussir, on est obligé en tant que Sénégalais ou bien en tant qu'Africain de s'associer à des Européens? Non, pas forcément. Mais ne nous leurrons pas. Nous sommes aussi culturellement avec, comment dire, un prisme qui fait que ce n'est que l'Européen qui sait réussir. Je vous donne un exemple très simple. Lorsque j'ai repris l'imprimerie, j'ai gardé tout le personnel et parce que j'étais une femme et que j'étais noire, une africaine, il se pensait tout permis. Mais lorsque j'ai amené un ami qui était de passage, parce que nous étions dans la même école, il voulait savoir comment fonctionnait une imprimerie, je n'ai pas dit aux gens là, il vient juste pour voir, mais il était là pendant 3 mois. Mais pendant 3 mois, les gens se sont mis dans les rangs. C'est vous dire que nous, Africains, nous aimons scier la branche sur laquelle nous sommes assis. C'est vrai. Pour moi, je n'arrive pas à comprendre. C'est un paradoxe. Oui. Vous avez beau les mettre dans beaucoup de meilleures conditions, mais parce que vous êtes Africain,
Voilà, on vous considère pas, on vous sous-estime, on vous parle mal. Et puis, les gens qui vous entourent ne regardent jamais ce que vous faites pour eux. Ils regardent toujours ce qui reste. C'est pas possible. Lorsque vous avez vos enfants à l'étranger, donc c'est grâce à eux. Vous avez une nouvelle voiture, c'est grâce à eux. C'est vrai, c'est le travail de tous, mais ce n'est pas seulement grâce à eux. Et vous avez beau augmenter les salaires, donner des avantages, il y a toujours, oui, mais il reste. Mais ça, je pense que c'est une éducation. Vous voyez, moi, j'aime à dire que nous n'avons pas appris à travailler au Sénégal, en Afrique. Nous n'avons pas l'amour du travail. Nous avons l'amour de la facilité. Nous aimons aller par des raccourcis. Voilà, regardez, ça me désole de le dire, l'immigration clandestine. C'est vrai, un temps, beaucoup de gens sont partis parce qu'il y avait des besoins. Mais la dernière vague, c'était quoi? C'était des gens qui étaient déjà des salariés. Donc, qu'est-ce qui motive leur départ? Qu'est-ce qui motive? Il y a un problème d'éducation des parents dont vous parlez parce qu'on ne nous a pas éduqués dans, comment le dire, dans l'amour de qui nous sommes. Je suis fière d'être sénégalais. Je dois honorer mon drapeau. Je dois honorer ma nation. Il faudrait que d'autres puissent dire, ou bien moi-même, que je me dise, qu'est-ce que j'ai fait pour mon pays? Qu'est-ce que j'apporte à mon pays? Mais nous sommes, malheureusement, il faut le dire, nous sommes une population qui est toujours dans l'attente de ce qu'on peut faire pour nous. Pour taquiner un peu la politique, je dis à mes amis, le Sénégalais voudrait qu'on ait un président qu'on saurait démultiplier. Nous sommes 15 millions, il faudrait 15 millions de Macky Sall et un Macky Sall derrière chaque citoyen. Parce que si on a faim, c'est à cause de lui. Si on n'est pas soigné, c'est à cause de lui. Si, voilà, tous les maux, c'est à cause de lui. Mais dans le même temps, s'il y a de belles choses qui se font, c'est jamais à cause de lui. Voilà, c'est grâce à Dieu. Non, c'est plutôt grâce à Dieu. Voilà, donc nous n'avons pas appris à être fiers de qui nous sommes. Et cela, c'est l'éducation dont vous parliez tantôt. Parce que aussi, au Sénégal, on pense que c'est l'école qui doit éduquer. Non, l'éducation s'apprend à la maison. Dire merci, c'est aux parents de l'apprendre à l'enfant. Voilà. Être fier de qui nous sommes, se dire, voilà, demain, je veux devenir quelqu'un. Quel est mon chemin de vie? À quel bonheur j'aspire? Ça, c'est à la maison. À l'école, on vous donne des outils pour progresser. On va rebondir là-dessus parce que c'est très intéressant sur le côté Europe-Afrique. On va passer donc au deuxième reportage, donc là qui est un peu plus professionnel. Pourquoi pas moi, c'est tout de suite.
Vous le disiez tantôt, Madame Gakou, que justement les gens, malgré leur background, souhaitent aller en Europe. Qu'est-ce qui pousse donc un Sénégalais à vouloir travailler à l'extérieur? On a eu vent donc, de l'actualité Diary qui a fait un peu le buzz, mais qui a, je pense que c'était une prémédité, hein, je pense que c'est prémédité, mais elle est partie quand même à l'étranger, donc sa mère a accepté qu'elle parte à l'étranger, alors que quand même c'est une bonne élève. Donc les Sénégalais n'étaient même pas contents qu'elle puisse partir là-bas. On voulait garder justement ce bon élément au Sénégal. Donc malgré le fait qu'il y a des bons éléments, qu'est-ce qui pousse quelqu'un à vouloir partir à l'extérieur? Plusieurs raisons. Hein. Il faut aussi se dire, c'est vrai, nous avons d'excellentes universités, mais ce n'est pas encore suffisant. Et aussi dans nos États, on pense que lorsqu'il y a un concours général et qu'il y a des meilleurs élèves, pour qu'ils brillent réellement, il faudrait qu'ils aillent étudier à l'étranger. C'est un choix que moi, personnellement, peut-être je n'aurais pas fait. Mais je ne jetterai pas la pierre à ceux qui veulent aller étudier à l'étranger. Personnellement, j'ai fait mes humanités à l'École supérieure d'informatique de Paris. Donc, c'est aussi le besoin, la foi que nous avons, que nous allons trouver un environnement beaucoup plus propice aux études. Moi, j'ai fait partir mes enfants au Canada pour étudier. C'est parce que j'estimais qu'ils seraient beaucoup plus à l'abri de grèves, à l'abri de tentations qui pourraient et je comptais sur le froid qu'il y avait sur place pour les inciter à beaucoup plus être concentrés dans les études. Et quoi qu'on dise, le choix en termes de formation qu'il y a à l'étranger, nos États ne sont pas encore suffisamment outillés pour cela, même s'il y a dans certains créneaux d'excellentes choses qui sont faites ici. Vous prenez la faculté de médecine du Sénégal, c'est l'une des meilleures du monde. Vous prenez l'ESP, c'est l'école supérieure de Polytechnique, c'est l'une des meilleures écoles en Afrique. Je confirme, il y a des Marocains qui viennent ici, il y a des Algériens qui viennent ici. Donc, Exactement. C'est dire qu'il y a, en termes d'agriculture, l'ENSA, nous faisons de très belles choses. Mais si tant est que certains ont la possibilité de le faire, parce que ça aussi c'est important de le dire, ont la possibilité de le faire. Comme je disais tantôt, en tant que parents, si nous nous sommes sacrifiés, si nous avons beaucoup travaillé pour pour donner la chance à nos enfants d'aller dans d'autres horizons, acquérir un meilleur savoir, voilà, il faut le faire. Maintenant, la question qu'il faut aussi se poser, et je pense que c'est la vôtre, c'est pourquoi certaines personnes qui sont diplômées, qui sont déjà en embauche, quittent le Sénégal vers d'autres horizons. Parce qu'on nous a toujours dit que le pré, il est vert, il est plus vert ailleurs. Voilà. Idée reçue, un préjugé. Hein, préjugé, tout simplement. Je le dis très souvent. Je vous assure, on parle beaucoup de l'immigration dans ce sens. On ne parle pas de l'effet inverse. Je suis l'effet inverse. Ah, oui. Les gens, les Sénégalais, des étrangers qui quittent ces pays-là pour venir en Afrique et travailler. Et posons-nous aussi des questions. C'est plus vert ailleurs. Pourquoi il y a beaucoup d'étrangers, de Français, d'Européens qui viennent travailler au Sénégal, s'installer au Sénégal parce qu'ils espèrent trouver mieux chez eux. Bon, je pense que c'est la nature humaine qui est ainsi faite. On pense que chez le voisin, le riz, il est plus rouge là-bas. Chez le voisin, l'odeur, le turaï, il est meilleur. C'est normal. Qu'on puisse être tenté d'aller pour le faire, nous le comprenons. Par contre, ce que personnellement, je n'arrive pas à comprendre, c'est savoir qu'on va vers la mort et néanmoins prendre des bateaux pour y aller. Penser en tant que parent que je vais mettre mon enfant dans une pirogue. C'est inconscient. C'est inconscient. Mais ça existait. Ça existait. Et là, ça existe encore aujourd'hui. Ça existe encore aujourd'hui. Oui, donc ça moi, j'arrive pas à concevoir comment déjà, je vais mettre ça sur le dos de la mère, parce qu'en général, c'est pas trop les papas. J'arrive pas à concevoir pourquoi une mère prenne cette décision-là de... en fait, elle contribue, je suis désolée, mais elle contribue à la mort de son enfant. Il y a un risque. Il y a quand même 70% de risque qu'il laisse sa vie. Et donc, moi, j'arrive pas à concevoir pour quelque chose qui n'est même pas sûr. Et les Sénégalais qui quittent, j'ai fait mon sondage, hein, les Sénégalais qui quittent le Sénégal pour aller travailler à l'étranger, c'est pour faire la vaisselle là-bas.
Non, mais autant rester au Sénégal. Mais aussi... et dormir sur les ponts. Sur le pont. Mais aussi, elle a dit une chose très importante, c'est-à-dire beaucoup de gens quittent ici en pensant qu'ils vont avoir un avenir meilleur là-bas, mais ils ne prennent pas le bon chemin en fait. Exemple, ceux qui font l'immigration clandestine aujourd'hui, beaucoup d'entre eux sont des pêcheurs. Mais aussi, madame, vous allez... Ça, c'est une question. Est-ce que ce n'est pas aussi un problème quand on voit la façon dont les licences de pêche aussi sont distribuées aussi? Cela peut poser aussi un problème vu que ce que tu gagnais en 1 mois ou bien en 2 mois, tu ne peux plus l'avoir en 3 mois. Ça peut être un problème qui pousse les jeunes pêcheurs à quitter le Sénégal en particulier, parce qu'on va parler du Sénégal, à prendre le chemin d'un aller sans retour, franchement. C'est une réelle problématique que vous venez de poser. La pêche et malheureusement, nos États ne s'arrêtent pas pour réfléchir réellement ou poser les vrais débats relatifs à la pêche artisanale. Nos États n'ont pas des moyens pour faire de la pêche industrielle. Nous n'avons pas les bateaux qu'ont les Chinois. Nous n'avons pas les bateaux qu'ont les étrangers. Donc, ce que notre population fait de la pêche artisanale. Donc, il faudrait qu'on refasse aussi, ça a été fait, je ne sais pas, qu'on fasse les états généraux de cette pêche artisanale-là. Qu'on implique ces populations qui sont à Mour, qui sont à Saint-Louis, qui sont un peu partout parce que nous avons 700 km de côte. Donc, nous avons un réel besoin de nous asseoir pour réfléchir. Et vous savez, aujourd'hui, le danger est encore beaucoup plus imminent. Dans la mesure où on a découvert du pétrole et du gaz. Exactement. Depuis. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que la raréfaction du poisson se fera encore et encore. Mais par contre, je ne pense pas qu'il faille faire l'amalgame entre les licences de pêche et la problématique de nos pêcheurs. Parce que les licences de pêche, je ne suis pas experte en la matière, donc je répète ce que j'ai lu et ce que le ministre est venu sur un plateau pour dire, concerne des spéculations, une typologie de poisson qui n'est pas consommée au Sénégal et qui est en fait pêché au large de nos côtes. Donc, si c'est le cas, cela il y a amalgame, c'est une association quelque peu malhonnête qui a été faite entre les licences. Je ne dis pas que tout est bon dans ces licences de pêche. Donc, cela veut dire que lorsque nous signons des accords de pêche, il y a des subsides qui sont remis à nos États. Donc, ces subsides doivent être utilisés pour améliorer les conditions de vie de ces pêcheurs-là. En quoi faisant? On parle des pêcheurs, mais vous savez, l'autre condition, ce qui est encore beaucoup plus difficile, c'est les femmes transformatrices qui n'ont plus de matière, d'intrants pour travailler. Donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire que c'est des familles entières derrière qui se paupérisent de jour en jour. Donc, c'est un vrai problème. Mais ce n'est pas l'explication de l'immigration clandestine. Ce n'est pas la seule explication de l'immigration clandestine. Je dis, pour avoir rencontré parfois ces gens-là, beaucoup, ce sont des enseignants, ce sont des administratifs, ce sont des gens qui sont déjà dans un emploi rémunéré, qui préfèrent aller à l'étranger. Pourquoi? Vous parliez tantôt de nous, des mamans. C'est vrai, la pression sociale. Parce que je suis dans mon quartier. Quelqu'un est allé en Italie, un jeune est allé en Italie, un jeune est allé en France et qui vient du jour au lendemain construire un R+2, une belle voiture devant. La maman se part de bijoux. Voilà, quand elle va vers les ngéntés, avant c'était elle à qui on donnait des choses, aujourd'hui c'est elle qui distribue. Donc, quand je rentre chez moi, ce que je dis à mon fils qui est en train de boire son thé ou qui s'est réveillé à midi, c'est lui dire amuloo ben job. Sa morom yep ñu ngi dem. Tous tes congénères sont en train de partir. Va voir, et parfois c'est nous-mêmes, les mamans, qui prenons nos bijoux, qui prenons nos tontines pour payer le passeur pour que justement ces jeunes-là partent. J'aime à dire que la typologie des jeunes et celle des femmes sont étroitement liées.
Vous savez, une femme, lorsqu'elle crée, elle n'a pas de financement pour créer une entreprise. Le jeune ne l'a pas aussi. Mais une femme ose, et c'est un autre atout pour la jeune génération, une femme ose créer extrêmement petit. Dans mon organisation, aujourd'hui, celle qui est le plus grand employeur, avec 83 emplois formels, a commencé avec 25 000 francs. Lorsque vous dites à un jeune, viens faire, je vais dire n'importe quoi, aujourd'hui on parle d'environnement, des sacs en papier. Je vous apprends à faire des sacs en papier, vous allez essayer de les vendre dans le coin. Ou tout simplement, commence à découper du papier et le vend au boutiquier pour qu'il laisse les sacs en plastique. Il va vous dire, oui, mais bon, quand je suis allée voir la maman, elle m'a donné 50 000 francs pour que je commence une entreprise. Je vais faire quoi avec 50 000 francs? Voilà. Et regardez, même au niveau des emplois, les emplois les plus précaires sont aujourd'hui, vous allez dans les banques, les caissières, même ceux qui sont la sécurité, vous avez de plus en plus de femmes. Parce que les femmes, les jeunes femmes acceptent de commencer petit avec des maigres salaires, ce que refusent les jeunes. J'ai été au MEDES où nous faisions le forum du premier emploi. J'ai eu à interviewer des jeunes. Ce qui m'a d'ailleurs beaucoup marqué, c'est un jeune qui me disait, moi je suis prêt à travailler pour vous, j'ai besoin d'un salaire de 700 000 francs, une assistante, un véhicule. Quand j'ai fait le point, il me revenait 2 500 000 par mois. Je lui ai dit, il n'y a pas de souci. Si tu peux me faire un chiffre d'affaires de 25 millions par an, je t'embauche. Mais tu me le signes dans le contrat. Il me dit, je ne peux pas préjuger de quel chiffre d'affaires je fais. Donc, voilà. Mais pourquoi lui il prétend vouloir un salaire de 2 500 000? Vous n'avez pas d'expérience. Vous venez de quitter l'école, apprenez avec beaucoup d'humilité. Exactement, beaucoup d'humilité, c'est vrai. Avec beaucoup d'humilité. C'est vrai. Ici, ils n'aiment pas ça. Ce que nos jeunes n'ont pas, de l'humilité. Aujourd'hui, vous allez dire à quelqu'un, et pour ça, il y a un jeune dans mon quartier que j'admire, qui fait le ménage dans les maisons pour payer ses études. Les autres, vous savez ce qu'ils lui disent? Yo amulo ben jom. Vous êtes sans vergogne parce que vous allez faire le ménage. Je lui ai dit, n'écoute personne. Demain, quand tu seras un ingénieur, que tu conduiras ta BMW... Et qu'ils te demanderont de l'argent. Qui te demanderont de l'argent, tu auras été bien content de faire le ménage chez les gens. C'est cela l'humilité. L'humilité, c'est de dire, je n'ai pas les moyens, qu'est-ce que je dois faire pour améliorer mon sort? L'humilité, c'est d'être fier de gagner son pain à la sueur de son front. L'humilité, c'est d'avoir la fierté de ne pas tendre la main. Mais c'est devenu un sport national chez nous. Bravo, ici c'est bien demandé. Tout le monde demande. Même des hommes, même des hommes. Tout le monde. Je disais à une dame qui venait quasiment tous les dimanches chez moi, je lui disais, ce n'est pas pour ne pas vous aider. D'ailleurs, prenez. Mais vous êtes jeune, fleur de l'âge, vous n'avez aucun handicap. Allez travailler. Pourquoi vous ne viendrez pas faire le linge chez moi? Ça a été la dernière fois que j'ai vu cette personne. Vous voyez? Donc, elle préfère donc demander que de gagner son propre argent. Vous savez, pour valider ce que vous venez de dire, un jour, en tant que jeune, bon, on vient de sortir à l'école, on est allé demander de l'aide à un vieux monsieur qui est du quartier, mais il nous a dit, vous savez, vous êtes jeune, vous avez de la force en vous, donc rien ne peut être plus fort que vous. C'est la seule chose qu'il nous a dit. Donc, juste pour dire, il y a de ces choses. C'est à la personne elle-même qui doit prendre ses propres initiatives. Vous savez, on dit tendre la main, c'est tellement difficile pour d'autres qui le savent. Mais pour d'autres, des fois tu penses, il y a de ces filles, elles vont t'intercepter que dans ce que tu as une fille ou un garçon pour te demander de l'aide. Mais après, tu les donnes de l'aide, automatiquement, ils vont se tourner pour aller d'autres personnes encore, vers d'autres personnes. Donc c'est un problème qui se pose, qui est là. Est-ce un manque d'emploi qui est là, ou bien est-ce, comme vous l'avez dit, une manque de formation? Comment entreprendre en partant de zéro, à devenir un héros d'ici demain? Donc au Sénégal, je pense que là on doit mettre un peu l'accent, c'est la formation. La formation surtout doit être mise à l'avant dans tous les domaines. Aussi un gros problème d'éducation, Alassane, parce que comme Mme Gakou l'a dit tantôt, ils aiment la facilité. Et si eux ont vu les parents faire la même chose, ils vont reproduire. Et c'est un cercle vicieux. Ils reproduisent ce que les parents ont fait.
Et moi, j'admire beaucoup ce que Mme Gakou a dit. J'ai fait le ménage pour payer mes études en France. Mon père était éboueur, j'ai fait le ménage. Et aussi, je faisais du théâtre. Je nettoyais des centres d'animation, alors que je n'avais pas l'argent, moi, pour faire l'animation. Et donc, ça, pour moi, ça s'appelle l'éducation. Mon père, il a dit, tu veux quoi? J'ai dit, ouais, moi, je veux ça, je veux ça. Eh ben, tu vas travailler. Point barre. C'est l'éducation. C'est l'éducation. Et ma mère, mère au foyer, ça ne veut pas dire mère ou femme inactive. Éduquer des enfants, c'est un grand boulot. C'est même plus dur, encore une fois, comme je disais tout l'autre jour, c'est plus dur que de gérer la Sonatel. Mère de famille, c'est dur. Il faut aller nourrir ses enfants. En tout cas, je pense que tout ça se résume à ce qu'on appelle non seulement l'humilité, mais aussi ça fait partie de la vertu de l'homme et la volonté. Donc maintenant, moi je vais un peu relancer Madame Gakou. Si tu permets, on va passer à l'avant-dernière rubrique, hein, s'il vous plaît, Madame Gakou. Cette rubrique, je l'apprécie également. C'est une rubrique où on va savoir ce que l'on pense de vous. C'est tout de suite. Je m'appelle Madame Ndiaye Rokhaya Ngom. Je suis la directrice générale de l'entreprise MPS, Marketing Printing System, qui évolue dans la production de supports de communication et de publicité. J'ai l'honneur de faire partie de l'UFCE, Union des femmes chefs d'entreprise du Sénégal, dont Madame Gakou Nicole est la présidente, que j'ai eu l'occasion de connaître il y a environ 7 ans de cela. Une dame très engagée, très organisée, très professionnelle, que j'ai eu à côtoyer au sein de cette organisation. Madame Nicole Gakou est une femme charismatique, dotée de beaucoup d'expérience de la vie, que ce soit professionnelle ou sociale. Nous qui sommes à côté d'elle dans cette organisation pouvons vraiment le témoigner parce qu'elle est très rigoureuse. Et quand on voit ces casquettes, ces différentes casquettes qu'elle gère même en ce moment, ces différentes entreprises, du BTP à l'édition, et il y en a d'autres quand même, son engagement politique, cette association qu'elle dirige de main de maître, là, on peut être vraiment d'accord que c'est une femme exceptionnelle. Côté humain aussi, sincèrement, rien à dire. D'ailleurs, nous qui travaillons avec elle dans cette association, moi, la première fois que je l'ai rencontrée, elle me dit, écoutez, Rokhaya, vous adhérez à l'union, vous allez trouver ce que vous allez apporter dans cette union. C'est les adhérentes qui vont faire de l'union ce qu'elle doit être. Donc, elle est très ouverte d'esprit, une bonne collaboratrice qui écoute ses collaboratrices et c'est très important. Donc, vraiment, moi, c'est avec plaisir que je parle d'elle parce qu'elle est vraiment exceptionnelle. Et j'en suis sûre que sa façon dont elle gère sa vie de famille, ses différentes entreprises, son engagement politique, cette union des femmes chefs d'entreprise qu'elle a eu à diriger depuis belle lurette, je sais qu'elle peut être un jour présidente de la République de ce pays. Ouais, ses capacités à gérer toutes ces casquettes vraiment le démontrent. Elle peut être maire, elle peut être ministre, elle peut aussi être présidente de la République et c'est tout le mal qu'on lui souhaite. Oui, l'UFCE, qui est l'Union des femmes chefs d'entreprise du Sénégal, dirigée par Nicole, est une entreprise qui regroupe des chefs d'entreprise femmes de tous secteurs. Il y a l'agrobusiness, il y a l'artisanat, il y a ceux qui sont dans le BTP, il y a des femmes juristes, il y a ceux qui sont dans la communication, que ce soit événementiel ou production. C'est une association qui regroupe vraiment tous les corps de métier, mais dirigée essentiellement par des femmes ou à capital où la majorité est détenue par une femme. Nous sommes une association, on se voit régulièrement pour des réunions, pour le devenir de l'association, mais aussi
Nous participons à énormément de forums, de séminaires pour la bonne marche de nos structures. Des formations par rapport au marché public, des formations par rapport à nos collaborateurs qui sont dans nos entreprises. Et en ce sens, on travaille beaucoup avec l'ADPME, les structures de l'État. Et tout récemment même, nous avons signé un contrat avec l'ADER pour un accompagnement, un financement que l'ADER va faire avec l'Union pour les femmes chefs d'entreprise qui sont intéressées, qui ont des projets bancables, peuvent bénéficier de ce financement. Donc, c'est une structure qui permet vraiment, qui nous permet, nous, femmes chefs d'entreprise, d'être bien organisées, d'être au diapason de ce qui se fait, non seulement au Sénégal, mais dans le monde. Et c'est très important. Oui, Madame Gakou, c'est comme une maman pour moi, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle a étudié et elle a mis en pratique ce qu'elle a étudié, ou même plus. Parce que quand on sait qu'elle dirige des entreprises de BTP, des entreprises d'édition, elle est aussi, je pense, dans l'agroalimentaire, et gérer sa famille comme il se doit. Et cette union, ça veut dire que vraiment c'est une dame extraordinaire. Moi, je l'admire beaucoup. Elle est très posée, très calme. Elle écoute ses partenaires, ses collaborateurs, demande leur avis. Elle délègue. Il y a certaines occasions, elle délègue carrément ses collaboratrices. Donc, elle est là, elle partage, elle est bien avec nous. Je peux dire que de bonnes choses sur elle parce que c'est tout ce que je sais d'elle. Ça fait environ 7 ans que je la connais, que je la fréquente. On se voit régulièrement, on travaille régulièrement, mais vraiment, elle est exceptionnelle. Vraiment, si je voulais dire un mot plus gros, plus grand que exceptionnel, je le dirais. Elle est charismatique, elle est exceptionnelle, Madame Gakou. Ouais. Donc là, je ne peux pas finir sans remercier l'équipe Time for Africa, ici présente, qui est en train de faire cette interview et ce beau travail. Une équipe de jeunes que nous encourageons, que nous félicitons et qu'on vous dit go ahead, hein? Allez-y au bout de vos rêves. Bonjour, je m'appelle Fatou Mboup, je suis administrateur de société. J'ai 2 entreprises, PDVA Distribution qui est dans la promotion et la valorisation des produits locaux et Meetings and Events qui est une agence événementielle, communication et marketing. Je suis membre de l'Union des femmes chefs d'entreprise, association dans laquelle nous sommes membres fondateurs, Madame Nicole Gakou et moi-même. Nous avons créé cette association sous l'égide de la direction de l'entrepreneuriat féminin en 2006-2007, qui était une directive en fait des bailleurs de fonds qui avaient demandé au ministère de l'entrepreneuriat féminin de pouvoir monter un mouvement, un réseautage de femmes chefs d'entreprise. Et ayant participé aux discussions et à la mise en place de ce réseau-là, je suis allée chercher Madame Nicole Gakou dans une autre organisation dans laquelle nous étions toutes les 2 membres, parce que je considérais que son profil collait mieux à ce grand réseau national de femmes de chefs d'entreprise qui allait s'appeler l'Union des femmes chefs d'entreprise. Donc Nicole, dès qu'elle est venue à la première réunion de cette organisation, je pense que beaucoup de femmes, lorsqu'elle est intervenue, beaucoup de femmes l'ont plébiscitée pour qu'elle soit effectivement la présidente de cette organisation, comme je vous le rappelle, qui regroupait tous les groupements, toutes les organisations de femmes. Mais ce qui nous manquait, c'était un patronat féminin. Il n'y avait pas de patronat féminin au Sénégal. Et l'idée des bailleurs de fonds, de la direction de l'entrepreneuriat féminin, c'était d'avoir un répondant pour les femmes qui allait parler pour les femmes et donc avec les femmes. Donc c'est là où est née l'Union des femmes chefs d'entreprise en 2007. Donc ça fait plus de 10 ans aujourd'hui. Et donc nous cheminons ensemble dans cette organisation. En tant que jeune entrepreneur que j'étais à l'époque, j'avoue que je n'ai pas osé occuper des postes. En tout cas, j'ai pris le plus gros morceau qui était le secrétariat général. Et parce que je savais qu'avec Nicole, je pouvais bien m'entendre et on pouvait
bâtir cette organisation. C'est ce que nous avons fait jusqu'à présent. Nous cheminons ensemble. C'est une femme leader, c'est une femme vraiment qui sait diriger les organisations. Bien qu'elle sache faire tout ça, elle est quand même allée se former dans une école de l'administration nationale pour avoir des diplômes en gestion des organisations. Et vraiment, depuis lors, elle mène cette organisation, elle intervient, elle représente les femmes chefs d'entreprise dans plusieurs instances et cela est une fierté pour nous. Et vraiment, elle s'est déléguée, c'est une femme qui s'est déléguée, qui sait mettre en valeur les autres femmes. Et chaque fois qu'il y a un projet ou un programme auquel elle doit assister avec d'autres personnes, elle n'hésite pas en tout cas à mettre les autres femmes en avant, au lieu qu'elle se mette elle-même en avant. Donc je peux dire ainsi que pour cette organisation, l'Union des femmes chefs d'entreprise, c'est un modèle pour nous toutes. C'est un modèle de générosité, c'est un modèle de professionnalisme que nous, toutes les femmes, moi en tout cas, en ce qui me concerne, j'ai eu à identifier comme mon modèle et que j'essaie donc de suivre ses pas dans ce cheminement-là. Alors, au niveau personnel aussi, donc forcément les liens d'amitié se sont créés. C'est une grande sœur que j'estime beaucoup, que j'écoute beaucoup. Parce que tout simplement, la voyant évoluer dans la société, elle a un très haut niveau, elle a des valeurs qui sont à copier et des valeurs qu'on doit montrer à la jeune génération. Elle se met au niveau de tout le monde, elle n'hésite pas à partager et des idées, et des projets, et des financements lorsqu'il y en a. Et vraiment, je considère que c'est vraiment un modèle de leadership qu'on peut en tout cas montrer à nous, femmes chefs d'entreprise, à nous, femmes opératrices économiques et surtout à la jeunesse féminine, d'où qu'elles viennent. Donc voilà un peu ce que j'avais à dire à ce stade-là. C'est notre souhait et notre bataille de tous les jours, aux côtés de nos partenaires hommes, c'est vraiment que les femmes puissent se positionner, puissent, partout où qu'elles évoluent, puissent oser prendre les devants, oser prendre des postes de responsabilité. Nous prenons aussi bien au sein de l'Union des femmes chefs d'entreprise qu'au niveau des autres organisations régionales, sous-régionales, que la femme aujourd'hui doit pouvoir occuper les postes ou en tout cas faire partie des instances de décision. Et ça, c'est très important pour nous et Nicole y arrive parce que sa personnalité lui permet justement de s'imposer en tant que femme. Elle connaît parfaitement le Sénégal, les problèmes des Sénégalais. Elle a toujours évolué au Sénégal. Elle est auprès des femmes dans le monde rural. Elle est au fait des problèmes qui se passent au niveau des entreprises, du patronat. Donc, effectivement, elle connaît quand même suffisamment. Elle est suffisamment outillée pour occuper des postes de responsabilité à quelque niveau que ce soit. Et c'est une femme intègre. Donc pour nous, et qui est surtout très souple. Elle est prête à apprendre, elle est prête à écouter, elle a une grande capacité d'écoute. Et ça permet à n'importe qui veut faire développer quelque chose, une entreprise ou son village ou son quartier, sa région. Si on a l'écoute, je pense qu'on est en même de pouvoir, même si les capacités ne sont pas là, de pouvoir identifier les personnes qui peuvent vous accompagner dans ces challenges-là. Donc, pour Nicole, je ne me fais aucun souci. Elle peut oser, elle doit oser et nous sommes derrière elle parce que comme je l'ai dit, dans l'entreprise, c'est un modèle pour nous. Et nous savons que nos États, de plus en plus, devront être gérés comme des entreprises. Alors, je remercie beaucoup l'équipe de Time of Africa, qui est donc une nouvelle plateforme qui devra proposer des discussions qui vont au-delà de ce que nous avons l'habitude de voir. Nous les encourageons. Il y a énormément de sujets à traiter. Il y a énormément d'organisations qui ont besoin de visibilité et nous les conseillons également de soutenir cette équipe de jeunes pour que leur chaîne se développe. Et en tout cas, nous leur remercions beaucoup de nous avoir donné l'occasion de parler sur une grande dame, Madame Nicole Gako. Merci et tous mes encouragements à Time of Africa. Merci.
Alors, Madame Gakou, on l'a entendu, exceptionnelle, référence féminine, de toute façon, c'est ma référence, donc elle a encore dit, on l'a entendu, référence féminine. Alors j'aimerais savoir si vous avez un parti politique, parce qu'on a entendu aussi que vous avez la carrure d'être présidente de la République du Sénégal. Et donc, est-ce qu'il y a parti politique? Si oui, alors à quand la grande entrée en politique? Je suis membre fondateur de l'Union centriste du Sénégal, avec mon leader, le docteur Abdoulaye Baldé, qui est député maire de Ziguinchor. Et je suis la directrice des structures de cette organisation, donc numéro 2 du parti. Donc politique, oui. Et c'est l'entreprise qui m'a amenée en politique. Parce que durant, je peux dire, j'ai fait 25 ans ou bientôt 30 ans d'entreprise. Et on ne voyait pas la mise en œuvre des politiques, des décisions prises au sommet. Donc, nous avons pensé que notre modeste expérience pourrait permettre peut-être d'amener une amélioration dans ce qui se fait en politique. Pourquoi le centrisme? Parce que le centrisme se définit par l'humain, l'humanité. Et en tant que femme, je me retrouve beaucoup dans ce centrisme-là. Et nous avons su bâtir cette organisation au cours de ces 8 ans d'existence. L'UCS, l'Union des centristes du Sénégal, c'est 2 députés à l'Assemblée nationale. C'est le 4e parti du Sénégal. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le ministre de l'Intérieur qui a eu à le dire. L'Union centriste du Sénégal est présente dans les 45 départements et au niveau de la diaspora. L'Union centriste du Sénégal a été à toutes les élections depuis sa création. Lors des dernières législatives de toutes les coalitions, nous sommes sortis 5e. Donc c'est dire que c'est vrai, nous ne sommes pas très connus, mais nous travaillons dans le silence parce que nous préférons être aux côtés des populations et nous fabriquer un historique, connaître ce qu'est le modèle sénégalensis, aller dans les contrées les plus reculées afin de pouvoir travailler avec nos concitoyens à une réelle émergence du Sénégal. Aujourd'hui, l'Union centriste du Sénégal a évolué pendant 7 ans dans l'opposition, mais depuis décembre 2018, nous sommes avec le président Macky Sall dans la grande majorité présidentielle. Et sous cette casquette, j'ai été nommée par le président Macky Sall, président du conseil d'administration de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie. C'est vraiment intéressant et honnêtement, Madame Gakou, je trouve personnellement que vous faites déjà le travail d'un ministre. Donc vous êtes tellement investi de votre personne, de votre temps, énergie, et par rapport à ce qu'on a entendu, et nous aussi par rapport à nos recherches, je trouve que là, si on doit faire comparaison, et pardonnez-moi, là c'est Combachioubou qui parle, comparaison, les ministres, il faut vous inspirer de Madame Gakou, s'il vous plaît, pour au moins lever le Sénégal, s'il vous plaît. Voilà. Moi, je vais juste m'accentuer, Madame, si vous me permettez, entre l'accompagnage d'Idrissa Seck au président Macky Sall. Qu'est-ce que Macky Sall peut gagner d'Idrissa Seck et qu'est-ce que M. Idrissa Seck va apporter au président Macky Sall parce qu'il a été... il est actuellement le président du CSE, le Conseil économique, social et environnemental. Et lorsqu'il tenait son discours, il dit que c'est pour relancer l'économie et pour apporter son aide à une personne qui est dans le besoin. Quel est votre avis par rapport à cela? Je ne vais pas commenter par contre la phrase du président Idrissa Seck lorsqu'il dit qu'il vient pour apporter un plus à l'économie et surtout parce que nous sommes dans un contexte de la Covid. Je ne vais pas le commenter, c'est son avis à lui. Par contre, j'applaudis des 2 mains son entrisme au niveau de la grande majorité, dans la mesure où nous sommes aujourd'hui, et c'est nous personnellement de l'UCS, c'est ce qui nous a fait venir dans la grande majorité, nous sommes dans un couloir, politiquement parlant, économiquement parlant, où tous les Sénégalais doivent se retrouver autour de l'essentiel. Si le président Idrissa Seck est venu
dans la grande majorité, avec cette ambition-là, parce que nous devons avoir le même regard, les mêmes outils pour combattre quoi? La pauvreté, pour apporter une bonne éducation, un bon logement, une bonne alimentation et préserver nos valeurs. Je pense que tous les Sénégalais sensés doivent se retrouver, parfois taire leur ambition pour aller à l'essentiel. Le président Macky Sall a appelé les Sénégalais autour du dialogue national, dont d'ailleurs je suis membre, pour réfléchir à comment amener une pacification de l'espace politique, mais aussi comment réfléchir sur l'avenir autant démocratique, autant économique, autant sociétal de notre pays. Je pense que quelque politique que nous puissions être, de quelque bord que nous puissions être, pourquoi nous nous levons le matin? C'est pour le Sénégal. Exactement. Et le plus important doit rester le Sénégal. L'objectif doit être vraiment le Sénégal. Voilà, exactement. Si c'est cela, nous applaudissons à deux mains. Qu'est-ce que peut apporter le président Idrissa Seck au président Macky Sall, cette pacification de l'espace? N'oublions pas qu'il est sorti deuxième des présidentielles avec 26% de l'électorat, même si aujourd'hui c'est le président Idrissa Seck qui est venu accompagner le président Macky Sall et non pas la coalition que portait Idrissa Seck, mais nous pouvons espérer avoir néanmoins beaucoup de personnes qui vont accompagner le président Macky Sall. Que peut attendre le président Macky Sall de ce compagnonnage? Pour moi, c'est toujours cette pacification, regarder dans le même sens, avoir les mêmes objectifs pour apporter réellement l'émergence du Sénégal. Mais néanmoins, nous sommes en politique. N'oublions pas que le président Macky Sall avait dit qu'il réduira l'opposition à sa plus simple expression. Politiquement parlant, je pense que cela fait partie aussi des objectifs. C'est de réduire au maximum toute velléité d'opposition à l'endroit de la grande majorité, à l'endroit des politiques qu'il est en train d'établir. Nous n'aimons pas faire de la langue de bois. Honnêtement, nous sommes dans l'expectative parce que nous avons l'impression aussi, et cela n'engage que moi, cela n'engage pas mon parti, nous avons l'impression que nous essayons de mélanger de l'eau et de l'huile qui risque de prendre le dessus. Je pense que l'avenir est là. Nous aurons quelques surprises, à mon sens. N'est-ce pas de la stratégie, en fait, de la part du président de vouloir justement dissoudre les opposants pour avoir accès à la présidence? Quel président? Parce qu'il est déjà à la présidence. Les prochaines? Bon, par contre, est-ce que le président Macky Sall va demander un troisième mandat? Je ne suis pas juriste. Je laisserai cette option aux juristes. Mais d'après ce que j'entends de la part des juristes, constitutionnellement, rien ne l'empêche d'avoir un troisième mandat. Maintenant, entre ce que d'aucuns disent, ce que la morale admet, comment dire, le quotidien peut ne pas, du moins, ce que le quotidien admet ou ce que la justice admet ou ce que la Constitution peut reconnaître, la morale peut ne pas l'admettre, certes. Mais encore une fois, est-ce que nous ne sommes pas en train de faire un mauvais procès au président de la République? Parce que moult fois, il a eu à dire « j'ai fait mon second mandat ». Mais encore une fois, il faudrait que nous, Sénégalais aussi, nous sachions ce que nous voulons. Lorsque le président de la République dit « je ne vais pas faire de mandat », on dit « on ne le croit pas ». Ensuite, on revient pour lui demander « est-ce que réellement il va faire un troisième mandat ?» Encore une fois, le président a été élu pour 5 ans. Nous sommes à la 2e année de sa mandature. Mais travaillons à développer ce pays. Pour moi, le débat sur le troisième mandat
ne nous pressons pas, il arrivera à point nommé. Mais est-ce que ce n'est pas un deal entre les anciens protégés du président Maître Abdoulaye Wade? Parce que quand il disait qu'à un moment donné, les libéraux vont essayer de diriger le pays pendant 50 ans. Aujourd'hui, il y a Idrissa qui est parti, il y a aussi votre leader Abdoulaye Baldé encore qui a encore rejoint, qui est parti également au mois présidentiel. Et ce n'est pas aussi un deal qui est en train de se préparer, qui a été préparé dans les jeudis, qui est en train de se réaliser vis-à-vis d'après ce que nous vivons dans l'actualité politique? Si deal il y a, je ne le sais pas, je n'étais pas présente lors du deal. Mais toujours est-il que pour le docteur Abdoulaye Baldé, il n'existera et il n'y aura jamais de deal. Ça, c'est un. Et deuxièmement, si nous voulons conforter le président Wade dans ce qu'il avait dit, les libéraux continueront à tenir ce pays pendant plus de 50 ans, mais nous y sommes. Le président Macky est un libéral. Le prochain, je ne suis pas sûre qu'il sorte encore des libéraux. Parce que regardons, mais nous avons qui sur le landerneau politique? Je disais tantôt, il faudrait qu'on supprime tous les insulteurs. Donc, il restera qui? Je vous assure, des libéraux et des centristes. Et nous nous voyons très bien dans une politique du centre libéral. Donc, il n'y a pas... cette assertion restera valable. Ne nous donnons pas... et c'est le problème que j'ai avec beaucoup de journalistes. Le débat aujourd'hui devrait être un débat économique. Le débat devrait être un débat de comment nos politiques doivent nous assurer une bonne agriculture, comment nos politiques doivent nous assurer une bonne éducation. Est-ce que nous sommes éduqués avec les valeurs sénégalaises? Est-ce que nos enfants, lorsqu'ils sortent de l'université, sont aptes à travailler? Voilà. Est-ce que les politiques que le président Macky Sall est en train de dérouler avec le pape de AA, est-ce que ce sont des politiques cohérentes? C'est cela le débat. Si nous voulons, parce qu'il aura un troisième mandat, il ne l'aura pas, on aura toujours un prochain président. N'est-ce pas? Donc, mais quelle est la constante qui reste? Nous sommes des Sénégalais, nous avons besoin d'émergence. Nous avons besoin de manger à notre faim, nous avons besoin d'être soignés, nous avons besoin d'être logés, nous avons besoin de vivre, tout simplement, et de vivre décemment. C'est là où doit se trouver le vrai débat. Un débat vraiment sur le troisième mandat, avec tout ce qui se dit, je vous assure, il n'y a aucune valeur ajoutée par rapport à cela. Est-ce qu'il fera un troisième mandat? On le saura suffisamment tôt. Pour le moment, travaillons à l'émergence de ce pays. J'aimerais rebondir par rapport à cela. Nous avons vu dernièrement la première dame, justement Marième Faye Sall, à l'RTS, qui parlait de sa fondation Servir le Sénégal. Alors pensez-vous que la première dame, justement, participe au développement du Sénégal, parce qu'on ne l'entend pas beaucoup. Donc quel est votre ressenti par rapport à cela? Permettez-moi de dire d'abord toute mon admiration pour cette dame. J'aime son humilité, sa simplicité, son calme, parce que j'imagine qu'il ne doit pas être tous les jours facile d'être l'épouse d'un président de la République. Et on entend beaucoup de choses. Et malheureusement, nous, Sénégalais, nous aimons les faits divers. Et elle a eu à... Est-ce qu'elle fait beaucoup des choses? Je l'ai vu faire. Mais qu'est-ce qu'elle fait réellement? Je ne saurais pas vous dire, parce que vous l'avez si bien dit. On ne la sent pas. On ne l'entend pas beaucoup. Mais est-ce un tort de ne pas l'entendre beaucoup? C'est aussi le paradoxe sénégalais, le paradoxe de nos populations. Lorsque l'entourage du président de la République est visible, qu'est-ce que nous disons? Ils ne doivent pas, cet entourage ne doit pas être visible. Lorsqu'il est invisible ou lorsqu'il se fait discret, il y a encore de la critique. Il y a encore de la critique. Pourquoi est-ce qu'elle est sortie sur la RTS? Elle est sortie tout simplement parce que nous sommes sur les réseaux sociaux. Nous voyons quand même toute l'arnaque dont sa fondation fait l'objet. Je pense qu'il était bon qu'elle sorte pour dire que vraiment, elle n'était pas ni de près ni de loin mêlée à cela. Et d'alerter les Sénégalais, parce que c'est aussi son rôle
en tant que première dame de ce pays. Moi, honnêtement, c'est une personne sur qui j'ai absolument rien à dire. Sinon, l'encourager dans ce qu'elle fait parce que c'est vrai, je ne suis pas en contact avec elle, je ne suis pas ses activités, mais encore une fois, nous sommes des Sénégalais, nous habitons avec la population, nous entendons au mois de carême ce qu'elle fait, nous entendons médicalement les gens qu'elle accompagne aux soins. Et c'est, n'est-ce pas cela le rôle d'une première dame? D'être le modèle. Et on se plaint que nos impôts sont donnés à Macky Sall sous forme de fonds communs. Si on a une première dame qui utilise, peut-être, c'est parce qu'elle l'a dit clairement, c'est mon mari qui m'appuie dans ce que je fais. Quand j'entends des critiques pour dire oui, mais c'est notre argent, mais encore heureux que ce soit notre argent qui soit redonné encore aux populations. Voilà, moi c'est bravo, j'ai dit, elle a fait une très belle sortie, avec beaucoup de simplicité, avec beaucoup d'humilité, et c'est ce que nous attendons d'une première dame. Je ne le dis pas parce que c'est l'épouse de Macky Sall, je souhaite et je prie que lorsque mon leader sera à la tête de ce pays, que notre première dame ait une même démarche. Bon, juste peut-être pour revenir encore par rapport à vous en tant que femme qui influence beaucoup de populations, beaucoup de jeunes filles aussi, qu'est-ce que vous déconseillerez-vous aujourd'hui en tant que femme à ces jeunes filles qui veulent emprunter le même chemin que vous? Je leur dirais d'abord d'acquérir le savoir, de se former. Vous savez, une femme qui a été à l'école, un tant soit peu, même si elle n'a fait que l'élémentaire, contribue à la santé de sa famille, contribue à la santé de son environnement, améliore l'éducation de ses enfants, parce qu'elle y croit, elle connaît la valeur du savoir, accompagne même d'autres femmes à côté d'elle. Donc, je dirais d'abord, c'est l'acquisition du savoir. L'autre conseil que je donnerais aux jeunes filles, c'est de rester femme. Il n'y a rien de tel que d'être une femme. Moi, je dis à mes enfants, si je dois renaître je ne suis pas hindoue, ni hindouiste pour croire en cela, mais si je dois renaître, je préfère naître encore et encore et encore une femme. Être la femme, c'est magique, c'est magnifique. Nous sommes le monde. Ce n'est pas pour rien que le bon Dieu qui nous a amenés sur cette terre a logé justement cette création-là auprès de la femme. Une femme, c'est le pouvoir. Ne nous leurrons pas. J'adore l'adage des Burkinabés qui disent que ce que Barbe dit sous l'arbre à la palabre a été décidé par Tresse dans la chambre. Cela veut tout dire. C'est excellent. Il faudrait que nous, les jeunes filles, croient en elles, croient en leurs valeurs. Que les jeunes filles ne mettent pas en avant la réussite financière, se mettre dans des mariages parce que, voilà, je vais avoir une 4x4. Non. Croire en des valeurs. Vous savez, même toutes les religions révélées vous le disent. Un mari, il se choisit parce qu'il devient le père de nos enfants. Et nous aimerions avoir les qualités de cet individu-là auprès de notre progéniture. L'autre chose que je conseillerais aux jeunes filles, parce que c'est des conseils que je donne à mes filles, j'en ai 3, c'est de rester fille, de rester femme, avec les valeurs d'une femme. Les valeurs d'une femme veut dire tout simplement, on a beau être instruite, on a beau être PhD, on a beau être une championne, une capitaine d'industrie. Nous sommes une femme, nous sommes une épouse, nous souhaitons être des mères. Et tout cela, ce sont des rôles, ce sont des aptitudes que nous avons d'abord en nous, parce que le bon Dieu ne nous a pas fait femmes comme ça sans nous donner ces valeurs-là, mais que nous devons développer. Développer en quoi faisant? Lorsque nous sommes épouses, nous avons des engagements, je ne dis pas un engagement, des engagements vis-à-vis de cet époux, autant qu'il en a vis-à-vis de nous. Lorsque nous devenons mères, nous avons des engagements, des responsabilités, des devoirs vis-à-vis de ces enfants-là qui n'ont pas demandé à naître. Nous devons les accompagner. Nous devons leur donner l'envie d'éclore, d'exploser, de devenir meilleurs. Nous devons leur donner le meilleur que nous avons en nous. Et pour cela, cela veut dire quoi? Cela veut dire que nous devons avoir un temps pour l'entreprise, un temps pour le mari, mais un temps pour les enfants. Aujourd'hui, qui éduque? C'est la télé, c'est Internet,
Ce sont les aides que nous avons dans les maisons, c'est les réseaux sociaux. Et malheureusement, il n'y a pas que du bon. Donc, aux jeunes filles, vous savez, nous n'avons... La limite pour moi, c'est le ciel. Nous pouvons faire de nos vies tout ce dont nous voulons, tout ce à quoi nous aspirons. Mais lorsque vous réussissez, si jamais demain on dit la femme la plus riche d'Afrique, c'est Nicole Gakou, et que mes enfants sont des fumeurs, des drogués, des prostituées, des vandales, est-ce que j'ai réellement réussi? Personnellement, pour moi, ce sera la grande échec. Voilà. Donc, pour moi, c'est cela le conseil. Utiliser tout ce qui est à notre portée pour réussir en tant que femme, en tant que jeune femme, donc le savoir, mais en le faisant dans la dignité, en le faisant dans le respect de nos valeurs, devenir une femme dans ces valeurs-là, mais devenir une mère toujours avec nos valeurs, parce que nous avons de belles valeurs africaines. Franchement, là, je ne sais plus quoi dire. J'adore votre discours. Permettez-moi, Madame Gakou, hein, votre mari a une énorme chance. Vos enfants ont une chance multipliée par deux. C'est extraordinaire. Et vous savez, si Dieu pouvait faire en sorte que toutes les femmes avaient vos pensées, je vous assure que le Sénégal serait déjà le pays numéro 1 de ce continent africain. Juste, ne serait-ce que 10% de vos pensées. Et ça, franchement, machallah et mes félicitations. On va clôturer, Alassane, si tu veux bien, avec la dernière question. Juste avant de clôturer le débat, bon, Madame Gakou, vous êtes déjà une référence, encore une fois, pour le continent. Mais maintenant, est-ce une lueur d'espoir pour le continent africain d'avoir une femme vice-présidente, noire également, aux États-Unis, une première dans l'histoire américaine? En l'occurrence, je fais allusion à Kamala Harris. En tant que femme, j'applaudis. C'est toujours une fierté de voir une femme accéder aux plus hautes instances. Parce que, je le dis très souvent, au Sénégal, nous avons la parité. Mais ça ne suffit pas d'avoir la parité, d'être 46% à l'Assemblée. Aujourd'hui, il nous faut réellement prendre le pouvoir au plus bas de l'échelle. Je vais prendre les agricultrices. Lorsque vous avez besoin d'une terre, on vous donne une mauvaise terre, une terre sans eau, très éloignée, alors que c'est vous qui nourrissez le monde. Kamala Harris, félicitations. Elle est arrivée, je ne pense pas que ce soit au bout de ses rêves, mais elle a fait une bonne partie de ses rêves. Mais honnêtement, en tant que femme, en tant qu'Africaine, quel va être l'apport d'une femme vice-présidente des États-Unis? Nous n'avons pas les mêmes réalités. Nous n'avons pas les mêmes compréhensions. Nous ne fonctionnons pas de la même manière. N'oublions pas qu'elle fut l'une des premières à tourner, je pense, à avoir célébré un mariage gay. Ouais. Cela ne me parle pas, personnellement. Donc, honnêtement, félicitations pour l'Amérique d'avoir accompagné une femme aux plus hautes instances. Nous en avons besoin parce que ce sont ces références-là, ces référents qui permettent aux autres, comme nous, d'oser. Ça va permettre à d'autres femmes américaines d'oser. D'ailleurs, la poétesse qui était présente lors de l'investiture l'a montré. Et je pense qu'elle a dû annoncer sa candidature aux prochaines présidentielles. Donc, c'est dire que c'est important. Mais voilà, pour moi, en tant qu'Africaine, c'est bien pour elle. Mais pour nous, nous avons encore ce chemin. Je ne vais pas totalement copier ce qu'elle a fait pour arriver là où elle est arrivée. Je le ferai avec mes valeurs, avec mes convictions. Mais ça prouve que rien n'est perdu. Ça prouve que nous sommes capables. Nous devons juste oser, croire en nous, mais croire d'abord avec nos vraies valeurs. Exactement, nos réalités ici au Sénégal. Madame Gakou, j'aimerais avoir votre opinion. Pour vous, une femme présidente au Sénégal, est-ce que ça peut être? Ce n'est pas pour les prochaines mandatures. Voilà. Est-ce que l'homme sénégalais est prêt justement à accueillir une femme présidente? Vous savez, je vais prendre juste l'exemple de celle qui était en France. Comment elle s'appelle encore? Qui voulait être présidente avec Sarkozy. Ramayad. Non. Qui? Pas la peine. Non. Une femme en France qui voulait avec Sarkozy. Qui habitait le Sénégal d'ailleurs.
qui était... Ah, Ségolène. Lorsque Ségolène Royal s'est présentée, personnellement, moi, je n'y ai pas cru. Tout simplement parce que quand on a fait la France, j'ai eu la chance d'avoir fait beaucoup de villes françaises, juste les villes rurales surtout. Le français qui vote est très, comment dire, il est très... il est très has-been, je ne sais pas comment le dire, il est très encore ancré dans des anciennes valeurs. Il est arriéré, voilà, il ne pense pas comme le français moderne qui pense que sa femme peut se coucher, il est dans la cuisine. Non, nous ne l'aurons pas. Moi, c'est pour ça que lorsqu'on parle d'égalité homme-femme, et que ce soit des blanches qui viennent me le dire, je ris sous cap. Parce que tout simplement, quand le mari descend, il a les 2 pieds sur la table, il a la télécommande, il met son match de football, il regarde en général et la femme, elle est ailleurs, soit en train de faire la cuisine. Évidemment, les choses changent. Mais les choses changent où? En zone rurale, en zone urbaine. Mais dans la ruralité, il y a des réalités qui y sont. Et la masse qui vote ne voterait pas pour une femme. Ça, c'est pour la France. Mais c'est la même chose. Moi, j'aime à dire que nous sommes les enfants, les Français sont nos pères. Écoutez, pourquoi on parle de plus en plus de non-accès des femmes à la terre? Tout simplement parce que la terre, dans beaucoup de cultures, c'est l'homme qui hérite de la terre. Elle appartient à nos maris, à nos fils, à nos pères, à nos oncles, mais jamais à la femme. Donc, est-ce que vous voyez l'imaginaire? Vous prenez au niveau de la religion, on vous dira, pas de la religion, du Sénégalais. Pour moi, encore là, c'est aussi un autre débat qu'on nous apporte. Mais quand on prend tout simplement, en parlant d'égalité, le monsieur, il vous dira, je vais donner ma fille en mariage tout simplement parce qu'elle a suffisamment étudié. Parce qu'elle a eu le bac, elle a suffisamment étudié, maintenant elle doit trouver un mari. Écoutez, je suis ingénieure en système d'information, j'ai une fille qui a fini ses études, je me surprends à lui dire, tu attends quoi pour te marier? Donc pour nous, nous avons été formatés pour penser qu'une femme sans mari n'est pas une femme complète. Voyez, donc cela veut dire que nous avons toujours besoin d'un référent pour compléter notre leadership. Quand vous êtes, ne vous l'aurez pas, quand vous allez dans des réunions où vous dites que vous êtes célibataire, on ne porte pas le même regard sur vous que je le vis, vous êtes une femme mariée. C'est très simple. Donc, allons dans la vie politique. Pour avoir une femme présidente, il faudrait que les femmes osent grimper dans l'échelon politique. Qu'est-ce qu'on voit? Quand il faut voter, ce sont les femmes qui vont voter. Faites le tour lorsqu'il y a vote. Il n'y a que les mamans que vous voyez dehors. Maintenant, vous voyez de plus en plus de jeunes puisqu'il y a la contestation. Mais les personnes qui votent, ce sont des femmes. Les majorités dans les partis politiques, ce sont des femmes. Mais combien de femmes vous allez trouver au top management? Très peu. Je me targue de dire que je suis dans un parti politique où il y a un homme, il y a une femme, il y a un homme, il y a une femme. Jusque dans la mairie, dans les mairies que nous dirigeons. Ça veut dire quoi aussi? Ce n'est pas seulement le fait des responsables politiques, c'est parce que nous aussi en tant que femmes, nous n'osons pas nous affirmer et prendre des responsabilités. Nous aussi en tant que femmes, nous mettons à combattre des femmes qui osent prendre c'est dommage, c'est dommage. Des responsabilités politiques. Cela a tendance à changer dans la mesure où même vous avez dit le mot oser. Aïssata Tall Sall, c'est la première femme depuis que le Sénégal a pris son indépendance en 1960 à accéder et à occuper la chaise du ministère des Affaires étrangères. Donc, pour elle, le bon vouloir d'un président de la République, ben oui, ça c'est à saluer. Donc, je pense que l'espoir est là, que dans un avenir, peut-être un avenir proche, une femme sera présidente ici au Sénégal. Mais il faut d'abord, comme elle a dit, il faut étudier,
avoir surtout la patience et savoir là où mettre tes pas, surtout en tant que femme. Et comme Mme Gakou l'a souvent dit pendant l'émission, oser. Et je ne sais pas si une femme est prête donc à avoir accès à la présidence, déjà même mentalement. Je ne sais pas. Moi, j'ai un doute. J'aimerais bien, franchement, en tant que femme, voir... Il y en a qui osent. Vous avez la première femme à créer un parti politique, Parena, c'est Mme Wanli, mais elle n'a pas été suivie par des femmes. Vous avez, vous l'avez dit, Aïssata Tall Sall qui a créé son mouvement. Oser l'avenir. Oui, Oser l'avenir n'a pas abouti. Pour devenir députée, il a fallu qu'elle passe au plus fort reste. Voilà, il y a encore... vous savez, beaucoup de gens reconnaissent le leadership des femmes. Mais de là à passer, à sauter le pas, c'est encore pas chose aisée. Et quoi qu'on dise, nous sommes très solidaires, nous en tant que femmes, mais on nous met très facilement dos à dos. Et souvent aussi, on nous met à l'épreuve. Oui, voilà. De toutes les façons, quel que soit le domaine dans lequel vous êtes une femme, vous devez doublement prouver, quel que soit le domaine dans lequel vous êtes. Ouais, c'est très bien parce que ça me ramène à la dernière question. Quelles sont donc les étapes difficiles que vous avez vécues par rapport à votre parcours professionnel? Je pense que je vais dire une chose très simple. J'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu des parents qui nous ont toujours dit il faut croire en soi. Peut-être que c'est le lit dans lequel peut-être que j'ai évolué qui a fait cela. Ma mère et mon père étaient membres fondateurs du MLGC, le mouvement de libération de la Guinée-Bissau et du Cap-Vert, qui est devenu par la suite le PAIGC. Donc les Amilcar Cabral, lorsqu'ils venaient au Sénégal, c'était chez mes parents qu'ils étaient. Il paraît que d'ailleurs j'étais très souvent sur ses genoux. Je suis arrivée à la politique comme un cheveu dans la soupe, sans vraiment, personne ne s'y attendait, parce que j'ai eu beaucoup de sollicitations depuis Lamine Loum, Maître Abdoulaye Wade que j'ai connu, j'étais étudiante à Paris, et j'ai toujours refusé. Mais c'est le docteur Abdoulaye Baldé m'a amenée à la politique parce que voilà, il fut mon ministre de tutelle, et ce qui m'avait charmé chez lui, c'est la valeur de la parole. Voilà un monsieur que quand il vous dit oui, c'est oui. Et quand c'est non, c'est non. Et il ne vous dira jamais oui parce qu'il a besoin de vous politiquement. Voilà. Donc, c'est ce qui m'a amené en politique, ce que je ne retrouvais pas chez beaucoup d'autres leaders. Mais c'était quoi encore votre question? Quelle était l'étape la plus difficile? Voilà, l'étape la plus difficile, c'était justement en politique d'abord, avant la politique, en tant que personne, mener à bien des études, parce que je me suis mariée, peut-être c'est pas ressorti dans l'interview, je me suis mariée, j'avais 15 ans et demi. Ça ne m'a pas empêché de faire tout mon cursus scolaire. Après le bac, j'ai laissé 4 enfants pour aller faire des études à Paris. Un bébé d'1 mois, il fallait le faire aussi. Et cette séparation-là avec ma famille, parce que je suis très famille, je ne suis pas maman poule, mais je suis très famille, ça a été une séparation extrêmement douloureuse. Ensuite, revenir au Sénégal, ne pas pouvoir trouver du travail, parce que je suis un pur produit de l'inadéquation emploi-formation. C'était aussi très marquant. Mais aussi, vivre avec une belle famille africaine qui passe son temps à vous dire pourquoi autant d'études, pourquoi autant en vouloir, pourquoi tout le temps avoir des challenges. Pas d'encouragement. Pas d'encouragement. Donc c'est un peu difficile à supporter. Mais encore, je dis, j'ai une chance extraordinaire, c'est d'avoir un époux qui me disait, ben, pourquoi? Tu as envie de le faire, mais fais-le. Tu as envie d'y aller, mais vas-y. Tu as envie d'étudier, étudie. Tu as envie de travailler, vas-y. Même lorsque en entreprise, j'échouais, il me disait, c'est quoi? Tu as échoué? Oui, parce que j'ai échoué en entreprise, j'ai fermé des entreprises avant d'en réussir d'autres. Il me disait, mais à la limite, ce n'est que de l'argent que tu as perdu. Mais en compensation, est-ce que tu te rends compte de tout ce que tu as appris? Il faut dire que c'est aussi un chef d'entreprise. Mais c'est pouvoir, une entreprise, c'est un bébé qu'on porte, c'est un bébé qu'on met au monde.
fermer des entreprises, c'est des choses extrêmement difficiles. C'est très douloureux. C'est très douloureux parce que ce n'est pas seulement tout ce qu'on y a mis en termes de foi, en termes d'argent, en termes d'heures de travail, mais c'est aussi toutes les personnes qui vous ont accompagné dans cette aventure. Et qui ont cru. Et qui ont cru en cela et que malheureusement, vous êtes obligés d'abandonner, d'arrêter. Ça aussi, c'est douloureux. Et maintenant, dans la vie de politique, c'est les trahisons. Oh, c'est vrai, c'est dur ça aussi quand même. Hein. Oui, c'est très dur. C'est très flagrant ici. C'est l'incompréhension parfois récurrent. de votre entourage qui se met à vous qualifier sans vous connaître. Par exemple, moi je sais que mes enfants, ils ont horreur de la politique parce qu'ils me disent, maman, on va voir ton nom un peu partout. Jusqu'à présent, comme on dit, touchons du bois. Il n'y a pas de méchantes choses, mais c'est la politique. C'est la politique, c'est vrai. Quand on a une vie politique, on n'a plus de vie privée, entre guillemets, parce qu'on est un livre ouvert. On doit être un livre ouvert parce que c'est nous qui demandons. C'est le jeu, hein, c'est le jeu. C'est le jeu qui le demande, donc on doit y être. Mais notre plus grande satisfaction, c'est d'avoir des gens qui nous comprennent, qui nous accompagnent et de réussir parfois de petites choses. Et nous espérons que ce sont ces petites choses-là qui vont s'amalgamer et faire devenir de grandes choses. L'autre satisfaction que nous avons, c'est de pouvoir dire ou d'entendre des personnes dire c'est à cause d'elle que j'ai réussi ça. Oui. C'est à cause d'elle que j'ai fait ça. Ce sont de petites satisfactions. Cela veut dire tout simplement, et cela je le tiens de ma mère, qu'on a été utile quelque part. Même si c'est modestement, même si c'est tout petit, mais on a été utile. Et ça, c'est extrêmement important. Venir dans le monde, repartir sans avoir été utile, je pense que c'est la plus grosse défaite. Oui, c'est vrai. C'est vrai. En tout cas, Madame Gakou, merci d'avoir participé à l'émission La vie politique, économique et sociale. Et j'avoue que j'avais peur de vous recevoir parce que je savais que c'était une personne, justement, une référence féminine. Et donc, j'ai tremblé, demandez-leur, j'ai tremblé. Et donc, je tiens à vous dire sur ce plateau que vous êtes une référence. Ma référence, et que ça me motive à carburer, ça me motive à braver encore des étapes, même si c'est difficile, ça me motive. Vous savez, lorsque les caméramans sont partis chez vous, ils sont venus avec une grande joie. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que Lopez a encore fait? Et donc, ils ont dit, non, on vous a vu. On vous a vu plus tard. Ça m'a donné la pression. C'est pourquoi j'ai eu la pression, c'est là. Et quand je parle avec vous, et quand on a passé ce moment ensemble sur le plateau, regardez ce que vous faites. Ce que vous faites, Madame Gakou, je veux être comme elle. Merci. Ne serait-ce qu'un pourcentage. Et donc, c'est pour vous dire que vous avez fait votre travail et vous devez être satisfaite de ce que vous avez accompli encore aujourd'hui en 2020. Et Inch'Allah Rabbil Alamin, Dieu va vous donner une très longue vie. Vous allez encore accomplir et donner aux femmes comme moi et aux plus jeunes l'envie. Croyez-moi, vous avez ça en vous. Et j'ai trouvé je disais, pardon, hein, mais je disais que je n'avais pas trouvé ma référence au Sénégal. Je l'ai trouvée aujourd'hui sur le plateau de la vie politique, économique et sociale. Donc là, Madame Gakou, on va vous laisser. Alassane, donc à la semaine prochaine, vous allez être devant des milliers de téléspectateurs sénégalais pour la rubrique « Vous avez la parole ». Encore grand merci. Et vous ne savez même pas ce que vous avez fait sur ce plateau à Koumba-Tchoubou. Vous êtes très loin de savoir. Et un grand merci. À la semaine prochaine, quant à vous. Merci de m'accueillir sur ce plateau de Time of Africa, me permettre de parler surtout à la jeunesse et aux landerneaux politiques. Juste dire qu'il nous faut civiliser, il nous faut tempérer notre climat politique. Cela ne sert à rien d'utiliser de grands mots, de gros mots. Ça ne sert à rien d'insulter. Je pense que le plus important pour un homme politique, pour une femme politique, c'est d'apporter sa contribution à la nation. Cela ne sert à rien d'avoir des débats démagogiques. Allons à l'essentiel. Travaillons à ce que le Sénégal devienne un Sénégal émergent. Et pour cela, nous sommes tous responsables. Nous sommes tous responsables dans la mesure où comportons-nous comme une fourmi dans une fourmilière. Si chacun apporte son pépin, je pense que la fourmilière sera bien constituée. Mais si nous attendons tout de l'État, nous donnons même l'éducation de nos enfants à cet état-là, je pense que demain, nous serons les premiers à ne pas être contents de ce qui se fait. L'éducation se passe dans les maisons.
et cela incombe surtout à nous femmes. Je dis bien surtout. Cela ne veut pas dire que les hommes sont exemptés, non, mais cela incombe aux femmes. Nous avons des valeurs à transmettre et de belles valeurs. Transmettons ces valeurs-là à nos enfants. Faisons de nos enfants des citoyens africains, des citoyens sénégalais et des citoyens du monde. Senghor disait l'enracinement et l'ouverture. Mais l'enracinement dans quoi? Dans nos valeurs. Et l'ouverture dans les meilleures choses, dans les bonnes choses. Allons dans les plus grandes écoles. Allons dans les plus grandes universités. Devenons de grands sachants. Mais revenons pour construire notre pays. La Covid nous a montré que nous devons nous recentrer sur l'essentiel. Que les politiques définissent les meilleures politiques pour les populations africaines, mais que la mise en œuvre qui se fait par nous, Sénégalais, soit faite de manière adéquate, de manière à ce que tous les humains s'y retrouvent. Produisons ce que nous devons consommer et consommons ce que nous devons produire. Consommons ce que nous produisons. C'est modestement cet appel que je fais à l'ensemble des Sénégalais. La Covid nous a appris à nous retrouver. La Covid nous a montré que les gens meurent, qu'elle est là, que c'est une réalité. Suivons les gestes barrières, suivons les recommandations édictées par nos ministères et aux scientifiques de regarder ce vaccin pour permettre aussi à l'Afrique d'être saine. Merci beaucoup.